Comment la cupidité a ruiné l'empire le plus riche du monde, la Grande-Bretagne. Nous sommes le 15 août 1947. Vous vous tenez au milieu d'une foule à Delhi, tandis que l'Union Jack est abaissée pour la dernière fois. Après près de 2 siècles de domination, la mainmise britannique sur l'Inde, le joyau étincelant de son empire, s'achève brutalement. Non par compassion, non par un réveil moral, mais parce que la Grande-Bretagne est ruinée. La Seconde Guerre mondiale a dévasté son économie. La dette nationale a explosé à plus de 200% du PIB. Les caisses de l'État sont vides, et sans les richesses de l'Inde à siphonner, il n'y a plus aucun moyen de financer l'Empire. Mais avant de te révéler comment cet effondrement était inscrit dans l'ADN même de l'Empire, j'ai besoin que tu participes à cette enquête historique. Écris en commentaire ta ville et l'heure qu'il est. Je veux mesurer la portée mondiale de cette révélation sur la véritable nature du pouvoir et de la cupidité. Voici ce que peu de gens réalisent. L'indépendance de l'Inde n'était pas un cadeau. C'était une capitulation financière. L'Empire britannique n'accordait pas la liberté, il ne pouvait simplement plus se permettre de maintenir son emprise. Et quand l'Inde s'est libérée, tout le système impérial a commencé à s'effondrer. Pour comprendre comment cet empire s'est effondré, il faut retourner là où tout a commencé, le 31 décembre 1600. La reine Élisabeth II signe une charte royale accordant à un groupe de marchands anglais des droits commerciaux exclusifs avec les terres à l'est de l'Afrique et à l'ouest du Pacifique. On l'appelait la Compagnie des Indes orientales, et elle deviendrait l'entreprise la plus puissante que le monde ait jamais connue. Au premier abord, cela semblait inoffensif. Commerce d'épices, de textiles et de thé. Mais rapidement, cette entreprise a commencé à fonctionner comme un État-nation. Au XVIIIe siècle, elle commandait une armée privée de 260 000 hommes, 2 fois la taille de l'armée britannique. Une société avec sa propre armée, sa propre monnaie, son propre empire. Le tournant survint en 1757 à la bataille de Plassey. Après avoir vaincu le Nawab du Bengale, la compagnie obtient le Diwani, le droit de percevoir les impôts au Bengale, au Bihar et en Orissa. Cela signifiait le contrôle de plus de 30 millions de personnes et de l'une des régions les plus riches de la planète. En quelques années à peine, la Compagnie des Indes orientales était passée de marchande à monarque, décidant, taxant et exploitant à sa guise. Elle détenait le monopole du sel, du tabac et de l'opium, obligeant les artisans indiens à vendre à 40% en dessous de la valeur marchande. Les tisserands qui créaient les étoffes les plus fines du monde depuis des générations étaient réduits au statut de travailleurs forcés. Puis vint la famine du Bengale de 1769-1770, où entre 7 et 10 millions de personnes périrent. La compagnie n'offrit aucun secours. Les taxes restèrent inchangées. Ils tuèrent littéralement les gens par la fiscalité. Ce n'était pas un échec politique, c'était la politique. En 1750, l'Inde représentait 1/4 de la production industrielle mondiale. En 1900, ce chiffre s'était effondré à seulement 2%. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne n'avait pas seulement conquis l'Inde, elle l'avait désindustrialisée. Les marchés indiens étaient inondés de produits britanniques vendus sans droit de douane, tandis que les producteurs indiens étaient écrasés par de lourdes taxes. Les usines britanniques achetaient le coton brut indien pour une bouchée de pain, le transformaient en textile et renvoyaient ces mêmes marchandises en Inde. Profit garanti, concurrence anéantie. Entre 1850 et 1896, les importations de textiles britanniques passèrent de 5 à 18 millions. Les légendaires tisserands indiens étaient anéantis. Entre 1600 et 1871, le PIB par habitant de l'Inde chuta de plus de 60%, tandis que celui de la Grande-Bretagne baissait de moins de 15%. C'était systématique, c'était délibéré, et cela rendit la Grande-Bretagne incroyablement riche. Puis vint le niveau suivant de corruption, le commerce de l'opium. La Compagnie des Indes orientales devint le plus grand trafiquant de drogue du monde, forçant les agriculteurs à cultiver l'opium qu'ils exportaient vers la Chine, en échange d'argent et de thé. Quand la Chine résista à cette addiction,
La Grande-Bretagne déclara la guerre, la première guerre de l'opium de 1839-1842, et gagna. La Grande-Bretagne était littéralement entrée en guerre pour défendre son droit au trafic de drogue. Le commerce de l'opium devint la deuxième source de revenus de la Grande-Bretagne, juste derrière les taxes foncières. L'Inde était devenue à la fois la plantation et la victime de l'Empire. En 1857, les soldats indiens de l'armée de la Compagnie des Indes orientales se rebellèrent, l'un des plus grands soulèvements de l'histoire coloniale. Mais la Grande-Bretagne l'écrasa brutalement, puis envoya la facture à l'Inde. Le coût de la répression de la rébellion fut entièrement imputé aux contribuables indiens. Ils payèrent pour leur propre défaite. Après cela, la couronne britannique prit le contrôle direct de l'Inde, dissolvant la compagnie mais perfectionnant son système d'extraction. L'armée indienne fut réorganisée. 65 000 soldats britanniques, 140 000 soldats indiens, tous financés par les taxes indiennes. La moitié des revenus de l'Inde allait directement à l'entretien de la machine militaire de l'Empire. Les chemins de fer sont souvent célébrés comme le grand cadeau de la Grande-Bretagne à l'Inde. Mais la vérité est plus sombre. Entre 1860 et 1890, le réseau ferroviaire indien s'étendit de 1130 à 25 000 kilomètres, financé par la dette indienne. Les contrats exigeaient que tout l'équipement soit acheté en Grande-Bretagne. L'Inde empruntait donc l'argent, payait la construction, et la Grande-Bretagne empocherait les profits. Des infrastructures construites pour déplacer les troupes et les marchandises britanniques, pas pour aider les Indiens. L'économiste Dadabhai Naoroji appela cela la saignée des richesses. Il calcula que la Grande-Bretagne prélevait entre 30 et 40 millions de livres par an en Inde, tout en réinvestissant moins de 250 000 livres. Il appelait cela du vampirisme, et il avait raison. Lorsque la richesse quitte une nation pour ne jamais revenir, cette nation saigne à blanc. Cette saignée n'a fait qu'empirer pendant les guerres mondiales. En 1918, plus d'1 million de soldats indiens avaient combattu pour la Grande-Bretagne sur tous les fronts majeurs, Gallipoli, France, Mésopotamie. Plus de 150 000 furent tués ou blessés. Mais même ce sacrifice ne suffit pas. L'Inde expédia des millions de tonnes de blé, de coton, de bois et d'autres fournitures, la plupart payées par l'Inde elle-même. La colonie fit même don de 100 millions de livres à la Grande-Bretagne pour financer l'effort de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chiffres devinrent catastrophiques. L'armée britannique des Indes atteignit 3,35 millions d'hommes, la plus grande force de volontaires de l'histoire. La Grande-Bretagne finança son effort de guerre en émettant des reconnaissances de dettes appelées Sterling Balance, des dettes colossales dues à l'Inde. En 1945, l'Inde était la plus grande créancière de la Grande-Bretagne. Puis vint la famine du Bengale de 1943, une catastrophe provoquée par l'homme qui coûta la vie à entre 800 000 et 3,8 millions de personnes. Pendant que l'Inde mourait de faim, la Grande-Bretagne détournait des denrées alimentaires vers l'Europe. Winston Churchill remarqua froidement que les Indiens devaient apprendre à se débrouiller seuls. Il suggéra même que l'Inde devrait payer la Grande-Bretagne pour sa propre défense, utilisant la famine comme levier pour effacer la dette. L'arrogance impériale à son paroxysme. À la fin de la guerre, la Grande-Bretagne était brisée. Sa dette représentait 2 fois la taille de son économie. Les exportations s'étaient effondrées. L'Empire était en faillite. Les États-Unis intervinrent avec un prêt de 3,75 milliards de dollars et le Canada avec 1,9 milliard supplémentaires, des bouées de sauvetage que la Grande-Bretagne ne finirait de rembourser qu'en 2006. Mais l'Empire lui-même était anéanti. Sans la richesse de l'Inde, la machine de puissance mondiale britannique ne pouvait plus fonctionner. Le 3 juin 1947, la Grande-Bretagne annonça son retrait. Le 15 août, le drapeau fut abaissé. Ce n'était pas un geste de grâce, c'était une retraite par désespoir. En 1700, l'Inde représentait 27% du PIB mondial. En 1947, ce chiffre n'était plus que de 4%.
Pendant ce temps, la part de la Grande-Bretagne était passée de 2,9% à 9% au plus fort de son extraction coloniale. Pendant 200 ans, l'ascension de la Grande-Bretagne coïncida avec le déclin de l'Inde. Lorsque la saignée s'arrêta, l'Empire s'effondra avec elle. Après son indépendance, l'Inde entama sa reconstruction. En 1947, l'espérance de vie moyenne était de 27 ans. Au tournant du siècle, elle avait plus que doublé. En quelques décennies seulement d'autonomie, l'Inde accomplit ce que 190 ans de domination britannique n'avaient jamais réussi à faire. La Grande-Bretagne avait peut-être gagné la guerre, mais elle perdit son empire. Le Commonwealth remplaça les colonies, et dans les années 1960, la plupart des territoires britanniques avaient disparu. L'empire qui régnait autrefois sur un quart de la planète s'était dissous dans l'histoire. Mais l'histoire ne se répète pas, elle fait écho. Aujourd'hui, les États-Unis se tiennent là où se dressait autrefois la Grande-Bretagne, une superpuissance mondiale avec 750 bases à l'étranger, des milliers de milliards de dettes de guerre et un système financier à bout de souffle. Si la puissance britannique s'était construite sur l'exploitation coloniale, la domination américaine dépend de la suprématie du dollar, de l'accès au commerce mondial et d'une présence militaire pour l'imposer. Mais lorsque les dettes s'accumulent et que les coûts de l'Empire dépassent les gains, le déclin commence. Au moment même où le contrôle de la Grande-Bretagne s'effondra quand l'Inde lui échappa, l'Amérique pourrait faire face à son propre compte à régler lorsque le dollar perdra son emprise mondiale. La dette britannique avait atteint 200% du PIB en 1945. L'Amérique d'aujourd'hui n'en est pas si loin. L'histoire a déjà montré ce qui arrive ensuite. Les empires ne s'effondrent pas en un jour. Ils saignent lentement, victimes de l'arrogance, des dépenses excessives et de l'illusion que le pouvoir dure éternellement. L'erreur de l'Empire britannique ne fut pas seulement financière, elle fut morale. Ce fut de croire qu'on peut vider le monde indéfiniment sans conséquence. Et lorsque la facture arriva enfin à échéance, le soleil, qui ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, se coucha pour toujours. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like, partage-la et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations.